Bienvenue dans le journal des correspondants. Nos destinations aujourd'hui, le Cameroun, le Gabon, le Mali et le Burundi. Nous commençons par le Cameroun. Avec nos correspondants sur place, nous ferons le bilan de la CAN Total Énergie. La compétition s'est achevée dimanche dernier avec la victoire du Sénégal qui trône désormais sur le toit du football africain. Même si les Lions indomptables ont fini troisième de la compétition aux grandes dames des supporters camerounais, le pays sort avec de nombreux acquis sur le plan infrastructurel. Chimène Baleba, Cyril Nguidjoy. Encadré par les autres joueurs de la sélection, le président Macky Sall et le sélectionneur Aliou Cissé brandissent le trophée continental. C'est le premier de l'histoire du Sénégal et cela valait bien une réception. Tout au long du trajet des joueurs, une foule immense a accompagné le bus des Lions de la Teranga. Accueillis en héros, les joueurs ont été félicités par le chef de l'État sénégalais qui a dû annuler une visite officielle aux Comores pour les accueillir. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. À Dakar, la capitale, il était impossible hier de se déplacer en voiture en raison de la marée humaine dans les rues. Clameurs de chants, sifflets, musique, détonations de pétards et feux d'artifice ont rythmé le retour des vainqueurs de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football. On est là pour soutenir nos lions et nous sommes rendus tellement fiers. On attendait cette victoire depuis longtemps. Maintenant on l'a eu, on est fiers des lions, fiers du Sénégal. C'est notre Sénégal, ouais! Oui, je suis là pour montrer ma joie, ma satisfaction à nos chers lions, à nos vaillants lions. Oh, tout le monde, tout le Sénégal attendait ce moment-là. Maintenant, c'est arrivé. Il faut qu'on exulte. Il faut que tout le Sénégal sorte pour qu'on magnifie cette joie. Tout le monde est joyeux. On est content. On est content du Sénégal. On est fiers des Sénégalais. Fiers de cette République. Sénégal, Tchikaou, Tchikanam. On va gagner encore des coupes, Inch'Allah. Fin mars, les nouveaux champions d'Afrique retrouveront à nouveau l'Égypte sur le chemin. Ce sera un match de barrage pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde du Qatar. Direction le Gabon à présent, le pays a reçu la semaine dernière la visite de la députée des Français de l'extérieur, Amélia Lakrafi. Au cours de son séjour en terre gabonaise, elle a fait fonctionner la diplomatie parlementaire en rencontrant le président de l'Assemblée nationale du Gabon. Ce séjour était également l'occasion pour elle d'échanger avec les Français vivant au Gabon. Muriel Ndoyenguene et Joël Tatou pour le point. La visite en terre gabonaise d'Amélie Lakrafi, députée des Français de l'étranger, est d'une grande importance. D'abord sur le plan de la diplomatie parlementaire, sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Gabon en dit long. Mais le gros de son travail a été concentré sur la situation des Français en difficulté, dont elle se fait le porte-étendard. Dans tous mes déplacements, je rencontre en général des parlementaires ou le président de la Chambre. Donc j'ai rencontré aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, parce que pour nous, la diplomatie parlementaire est importante. On arrive à passer des messages dans ces cas-là aussi. Et là, je suis avec l'association, donc la SFG, c'est ce qu'on appelle les OLES, organismes locaux d'entraide et de solidarité, parce que la crise Covid et les crises économiques font qu'on a des Français qui sont de plus en plus en difficulté et certains en très grande difficulté. Pour la représentante de l'Association des Français du Gabon, certaines difficultés rencontrées par ses compatriotes devraient pouvoir trouver des solutions durables au terme de la séance de travail avec la députée. Madame la députée Amélia Lakrafi est venue nous rendre visite. On lui a expliqué toutes les difficultés que nous rencontrions. Donc elle est prête à remonter toutes les informations à son ministère et ensuite de nous donner des aides. Voilà, c'est ce que nous attendons et que les gens en France se rendent compte que ce n'est pas parce qu'on est en Afrique que nous vivons sous les cocotiers, les doigts en éventail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça malheureusement. Ce déplacement de Libreville a été l'occasion pour Amélie Lakrafi
de faire une sorte de bilan quant à l'apport des entreprises françaises sur le financement des services publics du gouvernement gabonais, le cas de l'AFD. L'AFD finance la politique publique du gouvernement gabonais dans plusieurs secteurs. Le premier secteur le plus important dont nous sommes très fiers, c'est le secteur éducation. L'AFD a été partenaire du gouvernement gabonais pour la construction des salles de classe dans le cadre du projet PISE. Vous avez probablement vu des nouvelles écoles qui ont ouvert dès la rentrée cette année. 10 écoles dans le Grand Libreville ont été inaugurées en 2021. En 2022, l'effort sera poursuivi avec plusieurs écoles aussi qui ouvriront à Libreville. Et nous sommes en train d'étudier des marchés pour des écoles à Port-Gentil et à Libreville encore pour la rentrée suivante 2023. Et pour l'avenir, la représentante des Français de l'étranger a envisagé des projets sur l'entrepreneuriat, la solidarité et l'aide juridique, mais aussi des efforts pour mieux accompagner les entreprises françaises en difficulté. Au Mali, alors que la junte prévoit introduire une nouvelle loi électorale et réviser la charte de la transition, l'opposition est vent debout et affirme qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités au pouvoir à compter du 25 mars. Plus de détails avec notre correspondante locale, Bouraïma Solo. Alors que le Parlement de transition s'apprête à ouvrir le débat sur la révision de la charte de la transition, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie est clair. Au-delà du 25 mars, la soixantaine de partis politiques qui le composent ne reconnaîtront pas les autorités de transition. Proposition de 9 mois pour la durée de la nouvelle transition. Deuxièmement, le rejet de la relecture de la charte en cours au niveau du CNT. Troisièmement, l'adoption d'un chronogramme électoral pour l'élection présidentielle et les élections législatives pour la fin de la nouvelle transition. L'adoption d'une nouvelle loi électorale consensuelle. La non-reconnaissance des autorités actuelles à partir du 25 mars 2022. La mise en place d'une nouvelle transition avec un gouvernement de mission conduit par un Premier ministre neutre. La mise en place d'un nouveau CNT. Voilà, mesdames et messieurs, les différentes résolutions prises au cours de ce séminaire-là. Nouhoum Togo, membre influent du M5 RFP, soutient le gouvernement de transition et estime que la révision de la charte de la transition est nécessaire pour aller vers les élections. Donc mon parti supporte la transition, l'USR, Union pour la Sénégal. Je suis un des acteurs du mouvement de la lutte du M5. Et donc, alors nous supportons cette vision. Mais nous ne sommes pas dans le civisme, mais nous supportons. Il y a la logique qui nous dit, parce que nous avons dépassé ce stade des débats inutiles. À Bamako, le débat sur la légalité et la légitimité du CNT refait surface. Aboubakar Paintao, observateur, pense que les Maliens doivent sortir de ce débat pour aller de l'avant. Souvent, il faut faire des concessions pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, nous faisons face à un contexte tellement complexe. Donc moi, de mon point de vue, je ne vois aucun problème à partir du moment où ceux qui ont introduit cette plainte sont d'accord avec ce même CNT. Moi, je ne vois absolument aucun problème à ce que le CNT fasse ce travail-là. Malgré les vifs débats qui suscitent la convocation du Conseil national de transition, les autorités de transition au Mali restent droites dans leurs bottes. Elles ont annoncé par communiqué une autre initiative, la création d'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO. Ce cadre d'échange est censé faciliter les pourparlers entre le Mali, l'organisation sous-régionale et l'Union africaine en vue d'adopter un chronogramme consensuel de la suite de la transition malienne. 8 millions d'euros, c'est le coût du projet de protection et d'assistance aux rapatriés burundais, un projet cofinancé par l'Union européenne et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les deux institutions ont paraphé la semaine dernière l'accord qui officialise ce projet. Sourire aux lèvres, 375 réfugiés burundais sont revenus au Bercail après plusieurs années passées en Ouganda.
au poste frontière de Kobero, au nord-est du Burundi. Ils ont été accueillis en fanfare par une délégation conjointe du gouvernement et du HCR. Nous disons grand merci. Nous étions dans une vie très difficile, le froid, la faim. C'était difficile de scolariser, de soigner nos enfants. Très difficile. Mais comme nous arrivons dans notre pays, nous espérons alléger mieux. Pour protéger et assister ces anciens réfugiés, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union européenne ont signé un accord de cofinancement de 8 millions d'euros. Ce projet va permettre de prendre en charge les besoins humanitaires immédiats de 60 000 rapatriés burundais à travers la distribution d'articles de première nécessité. Aussi, la modernisation de ces centres de transit et qui bénéficient dans l'ensemble à 70 000 personnes cette année. D'après le HCR, le total des réfugiés burundais éparpillés dans le monde était de 267 999 au 31 août 2021. Ils sont principalement campés en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et en République démocratique du Congo. Beaucoup ont quitté le pays en 2015 suite à la crise politico-sécuritaire liée au troisième mandat contesté de feu président Pierre Nkurunziza. Pour cette année, le gouvernement du Burundi compte rapatrier 70 000 réfugiés burundais. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous sur Télé Sud.